Apparaît ainsi à l'audience le portrait étrange d'un homme battu et apparemment résigné à l'être. Ah ouais, quand on dit, une femme, quand elle est bâtie, elle dit qu'il ne faut pas accepter la première gifle. Mais lui, il n'aurait jamais dû accepter la première gifle non plus. Hein. C'est un faible. Ah oui, il était faible. Oh, bah, oui. C'est plus que ça même, hein, quand même. Gentil, on va pas filmer une mouche, lui. Ah non, lui, non. Mais quand il est venu au bar avec son gamin, tu avais comme il était gentil. Enfin, il y a une expression qui dit trop bon, trop con, quand même, au bout d'un moment. Il arrivait des fois dans des états pitoyables. Ah, Un jour, l'ophtalmo, il avait dit... Les pauvres gens, quand même. Vous perdrez l'œil. Vous perdrez la vue. Hein Ah bah oui, attends, elle a toujours le 10 coups de poing dans le même œil, à la force... Je dis pas... Ah, c'est pas le Elle avait même le diable parce que jusqu'à lui brûler avec la cigarette sur la peau et tout. C'était une majou, elle. Ah ouais, c'était une sadique. C'était une sadique. C'est clair. Mais on est vraiment dans le procès ça, de la misère, c'est vraiment... J'ai dit, mais tu dois pas accepter ça et tout. Alors il me disait, ouais, mais je l'aime, je disais pas de l'amour, là, je disais de la connerie. Pour la défense, l'examen de la personnalité de la victime est un nouveau fardeau. Quelque part, Jean-Philippe Flot avait renoncé à vivre. Là, on a un rapport assez flagrant de dominant-dominé, c'est-à-dire que l'un a trouvé son maître, l'autre son esclave, en quelque sorte. Voilà, qu'ils étaient constitués et programmés comme cela. Il est apparu clairement que Madame Bernard était dominatrice, que c'est elle qui avait l'emprise dans le couple, et que, au contraire, Monsieur Flot était quelqu'un de passif, de très faible, sans ambition, voire même nonchalant. Je crois qu'il y a à la base une certaine forme d'affection, alors peut-être pas l'amour au sens où on l'entend dans un couple plus classique, mais je crois qu'il y a aussi également l'union de deux dérives dans l'alcool, l'union de deux personnes qui n'ont pas véritablement de projet d'existence, pas de projet de vie, qui sont dans l'oisiveté et qui finalement se sont trouvés pour partager ce qui leur reste de leur vie dans cette oisiveté, dans cette consommation d'alcool. Et c'est ce qui leur tient lieu, je crois, de tout projet. Pour appréhender pleinement le déroulement de cette soirée du 30 octobre et ses conséquences tragiques, restent pour les magistrats de la Cour 4 zones d'ombre que la fin de l'audience va tenter d'éclaircir. Premier mystère, que s'est-il vraiment passé devant le distributeur de billets? Jean-Philippe Flot s'est-il vraiment trompé de code ou l'a-t-il fait volontairement? Il me disait qu'elle l'avait encore tapé, qu'elle l'avait jeté et qu'avant de le jeter, elle l'avait encore tapé. Et il nous disait pourquoi ça se passait mal à chaque fois. C'est qu'à chaque fois, elle voulait le code de la carte bleue et à chaque fois, elle donnait des faux codes. Et donc, ça la mettait en colère. On a pu peut-être imaginer qu'effectivement, elle était en colère de n'avoir pu retirer de l'argent et que ça aurait été l'objet de leur querelle. Je crois que ça ne tient pas. Le compagnon de ma cliente a toujours été normalement généreux avec ma cliente et elle n'avait aucune raison de craindre qu'il lui refuse à nouveau l'accès à ses comptes bancaires. Il l'a toujours fait. Deuxième zone d'ombre, les 2 chutes de Jean-Philippe Flot sur le trottoir devant l'hôtel sont-elles accidentelles ou s'agit-il d'un premier épisode de violence de Catherine Bernard? Moi, je pense que le premier traumatisme, c'est déjà elle. Il y a un doute, hein. Il y a un doute là-dessus. Il y a un doute là-dessus, parce qu'elle n'a pas été interpellée après les faits, donc on avait pu tester non plus si elle était... Et puis c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que dans le camion des pompiers, il a peur, quoi. Pourquoi il a peur? Et il dit, j'ai été frappé par une femme, c'est pas la première fois. Bon, il la cite pas, mais bon. Et il est très apeuré. C'est vrai que visiblement, il n'y a pas eu d'agresseur. Non, l'agresseur extérieur. Elle dit, il est tombé tout seul. Elle dit, il est tombé tout seul. Et comme c'est le seul témoin, on ne saura pas plus. C'est comme elle n'est pas là. On ne pourra pas l'interroger sur ce point-là. Mesdames, Messieurs, la Cour. Bien, je vous remercie, asseyons-nous. Troisième inconnu, la raison du passage à l'acte violent et soudain de Catherine Bernard dans la chambre 106, accompagnée d'un rare acharnement. A priori, c'est ce qu'elle dit, Madame Bernard. Ce déchaînement de violence lui est venu du fait que Monsieur Flot, alcoolisé, l'insulte, et l'insulte au sujet de son homosexualité, ce qu'elle ne supporte pas, et en quelque sorte, c'est pour le faire taire.
Il y a eu un SMS qui est arrivé sur le portable de Catherine Bernard et Monsieur Flo lui aurait dit c'est encore une de tes putes qui t'envoie un message là elle dit je m'énerve, il m'attrape par le bras et là dans ce que m'a dit en tout cas Catherine Bernard, c'est Monsieur Flo qui aurait d'abord commencé à la mordre, à tenter de l'étrangler, donc ça ne pouvait pas être quelque chose d'admissible par Catherine Bernard. Et puis, il y a eu également les autres mots du type gouinasse et pute encore qui est revenu, puisque Monsieur Flo savait très bien que Catherine Bernard avait une relation homosexuelle avec son ex-épouse. Donc, il lui a aussi reproché qu'elle lui avait piqué sa femme. Bien sûr qu'une injure à connotation sexuelle est beaucoup plus forte qu'une injure ordinaire, courant, les gens qui se traitent de crétins ou même avec des mots plus vulgaires, ça passe bien, mais à connotation homosexuelle, surtout si c'est vrai. Moi j'ai un doute sur la réalité de ces insultes, puisqu'elle en parle assez tard. Elle ne fait pas du tout état de cette provocation devant la police judiciaire. Elle en parle très tard, simplement au niveau de l'instruction. Donc moi j'ai un doute à ce sujet. La dernière zone d'ombre concerne l'état de santé de Jean-Philippe Flo avant le déferlement de coups de la chambre 106. La question est loin d'être neutre, car une santé fragilisée ou débilitée a pu participer au processus de son décès. Alors moi, ce qui me gêne quand même, je ne sais pas si tu as dû le voir dans le dossier, c'est qu'elle déclare quand même à plusieurs reprises que Monsieur Flo était condamné, qu'il avait son foie qui était détruit. C'est pas ce que dit le... Alors attends, et que donc finalement, il allait mourir bientôt dans des souffrances atroces et que en quelque sorte, elle lui avait rendu service parce qu'il était mort à la suite de son coma, sans douleur. Donc ça, elle le dit à plusieurs reprises. Ton interprétation, c'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Ouais, c'est ce qui était révélé. C'est quand même ce qui transparaît. Pas tout à fait ce qu'elle dit. Et c'est ce qu'elle dit, je sais pas si... c'est pas ce qu'elle dit ici. Elle dit pas je lui ai rendu service. Elle dit il devait mourir, ça aurait été très douloureux, alors que là, il est mort à la suite de son coma. Oui, ça veut dire aussi il était condamné. Elle m'a dit en tout cas qu'elle voulait se séparer de lui, qu'elle voulait le quitter, mais que les médecins lui avaient dit que le foie était en très mauvais état, qu'il n'avait plus que 4 ou 5 mois à vivre. Donc elle n'avait pas voulu lui faire plus de peine que cela et elle restait jusqu'au bout de leur relation. Effectivement, il y avait une atteinte du foie, mais qui était une atteinte au début, non pas de la cirrhose, qui est quelque chose qui est vraiment gravissime et qui peut vous emporter assez rapidement, mais une pathologie qu'on appelle une pathologie de surcharge, avec une surcharge graisseuse du foie, et une altération effectivement des enzymes hépatiques et des facteurs de coagulation, mais qui était quelque chose qui est assez courant dans l'éthylisme chronique et qui permet une survie prolongée sur des années, c'est pas quelques mois à vivre. Je suis absolument convaincue que l'état de santé préexistant de la victime a joué un rôle causal, effectivement, dans sa mort. Parce que, certes, ma cliente a frappé son compagnon, et il n'est pas question, d'ailleurs, pour elle de le contester, mais il est évident que l'état de santé de la victime le prédisposait aux conséquences qui ont été celles des coups portés par ma cliente. J'ai quand même tendance à penser, oui, que ça atténue d'une certaine manière la responsabilité de ma cliente. Parce que les mêmes coups portés sur une personne en bonne santé n'auraient pas eu, c'est très clair, les mêmes conséquences. Nous avons bien un hématome qui a été causé par la violence, par le nombre et la violence des coups qui ont été portés par Madame Bernard. Donc rien à voir avec son état de faiblesse dû à l'alcoolisme. La tâche de la défense est rendue plus ardue par la lourde et pesante absence de l'accusé. Virginie Barrault-Le-Boulch a le sentiment d'être bien seule face à des accusateurs sans concession. La première partie des débats est terminée. La Cour a entendu les 9 témoins et les 3 experts qui avaient été convoqués. La Cour va maintenant écouter plaidoirie et réquisitoire. Au nom de la mère de Jean-Philippe,
Maître Anne Seguin reproche à Catherine Bernard de n'avoir jamais pris la mesure de son acte. Je crois tout simplement que c'est de la lâcheté, que c'est de la peur de faire de la prison, d'avoir à répondre de ses actes. Je pense qu'alors effectivement, elle a été dépassée par ses violences, à savoir qu'elle ne voulait pas tuer Monsieur Flo, mais maintenant que c'est fait, eh bien, elle redoute la sanction, tout simplement. Donc elle tente par tous les moyens d'y échapper. Dans son réquisitoire, l'avocat général dénonce des faits particulièrement graves. Il stigmatise la dangerosité de Catherine Bernard, qu'il illustre par son alcoolisme chronique et sa fuite devant son procès. Jean-Pierre Beau réclame à la Cour 10 années de réclusion criminelle. Ça fait 2 jours, je vous dis, elle n'aura pas plus de 8 ans. Ça, d'ici une semaine, d'ici un mois, ils l'auront gaulé, parce que de toute façon, de quoi elle va vivre? Comme d'habitude, dans la rue. Ouais, elle va fracasser quelqu'un, puis elle reviendra. Ouais. Ah bah, ou alors elle trouve un pigeon. Oh bah Oui, ça. quand même. Elle va fracasser quelqu'un parce qu'il ne veut pas lui donner son fric. Et puis, ils ont beau dire que c'est pas une histoire d'argent. Ah, Titi. Ah bah, à chaque fois qu'il... À chaque fois qu'elle revenait vers Jean-Philippe, c'était pour le fric. Et puis à chaque fois qu'elle tapait, c'est parce qu'il lui donnait pas le bon code. Ouais. Et il disait, hein. Oui, oui. Je fais exprès de pas lui donner le bon code, comme ça je lui fais bouffer la carte. Maître Barreau-le-Boulch est devant un rôle impossible. Elle doit assurer la défense de Catherine Bernard pour les faits qui lui sont reprochés devant une chaise définitivement vide. Pour l'avocate, l'absence de Catherine Bernard correspond à un désir profond de disparaître. Il y a quelque temps, elle luttait encore contre elle-même, contre sa propre histoire. Aujourd'hui, elle a cessé de se battre. La fuite est pour elle le seul moyen de survivre. Les 3 magistrats de la Cour se retirent pour délibérer. Ce que j'ai essayé de faire comprendre aux magistrats, c'est que Catherine Bernard n'a pas fui la Cour. Elle a lutté contre le caractère inéluctable de sa condamnation, qu'elle connaît par avance, qu'elle admet d'ailleurs par avance, mais qu'elle n'est pas en état psychologique et probablement intellectuel d'affronter réellement comme chacun d'entre nous. Elle n'a pas les mêmes forces que chacun d'entre nous pour pouvoir se présenter et assumer en public cette culpabilité. Les réponses que les magistrats doivent apporter sur la culpabilité de l'accusé ne souffrent guère d'hésitation. Pas plus que la question sur les liens de concubinage avec la victime, qui constitue une circonstance aggravante et qui porte la peine maximale encourue à 20 ans de réclusion criminelle. En revanche, le quantum de la peine est incertain. Il dépendra de l'appréciation des faits par les juges et de leur sentiment sur l'absence de celle qu'ils doivent juger. Le délibéré sans juré a duré 45 minutes. L'audience reprend pour la lecture du verdict. Mesdames, Messieurs, la Cour. L'audience est reprise. Voici les réponses apportées par la Cour seule, donc, aux questions posées. L'accusée Catherine Bernard est-elle coupable d'avoir en Angoulême entre le 30 et le 31 octobre 2005 volontairement exercé des violences sur la personne de Jean-Philippe Flo? Réponse oui. Les dites violences ont-elles entraîné la mort de Jean-Philippe Flo sans intention de donner? Réponse oui. L'accusée Catherine Bernard était-elle à la date des faits ci-dessus spécifiée la concubine de Jean-Philippe Flo? Réponse oui. En conséquence, sans parler, le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal. La Cour, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 332 du Code de procédure pénale, condamne à la majorité de 2 voix au moins l'accusée Catherine Bernard à la peine de 9 années d'emprisonnement. La Cour délivre à son endroit un mandat d'arrêt. Voilà. La Cour d'assises de la Charente a condamné par défaut Catherine Bernard à 9 ans de prison. 2 mois après cet arrêt, Catherine Bernard a été interpellée et placée en détention à Limoges.
Elle comparaîtra devant une nouvelle cour d'assises. Elle est toujours présumée innocente.